Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire du Shift Project sur la transition bas carbone. Et nous allons donc, avec nos intervenants et nos participants, discuter de cette nouvelle problématique et de ce secteur dans le cadre du plan de transformation de l'économie française. Donc, nous sommes actuellement près de 150 Zoom et nous sommes également en live sur Facebook. Bienvenue à toutes et à tous. Et pour démarrer, je vais passer la parole à Laurent Morel, qui est administrateur du Shift Project et qui va donc vous présenter le travail qu'il va présenter ici. Laurent, c'est à toi. Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, par cette belle journée d'été, c'est le premier jour d'été là, qui est tout à fait automnal. Donc, on est très bien en Zoom pour discuter ensemble de ce plan de transformation de l'économie française, volet industrie automobile. Alors, c'est le cinquième épisode de notre série du plan de transformation de l'économie française, puisqu'on a déjà abordé l'industrie de l'aérien, le domaine de l'administration publique, le domaine de la culture et d'autres, voilà, qu'on a déjà abordé. Et aujourd'hui, eh bien, on fait ce rapport intermédiaire sur l'industrie automobile. Alors, s'il est un secteur où le plan de transformation de l'économie est important, je crois que l'automobile en est certainement un. Vous êtes tous et toutes attentifs à ce qui se passe dans ce monde de l'automobile aujourd'hui, et nous voyons déjà les premiers signes de cette transformation. Alors, j'ai envie de dire, avec ou sans plan, l'industrie automobile française, elle va se transformer. On voit déjà ce qui est alors l'irruption de l'industrie, enfin de l'électrique dans l'industrie automobile est évidemment un phénomène assez massif. Et voilà, donc il est important d'avoir un plan de transformation pour mieux se préparer, tous les acteurs de l'industrie automobile et des services autour de l'industrie automobile, à cette transformation importante. Le plan de transformation de l'économie française, je rappelle qu'il a plusieurs fondements. Il a un fondement sur les grands principes de travailler uniquement sur les hypothèses de ressources, ressources physiques, ressources humaines, sont les deux paramètres qui sont observés secteur par secteur. L'autre particularité de notre plan de transformation de l'économie française, c'est que nous abordons de façon très systématique une vingtaine des secteurs essentiels de l'économie française. Secteur de l'usage, mobilité, logement, santé, culture. Secteur de l'industrie, productive, aérien, industrie lourde, automobile aujourd'hui, etc. Avec l'objectif de couvrir l'intégralité de la presque totalité des registres de ce qui constitue l'économie de notre pays. Voilà, et nous distillons donc ces travaux sur une période d'1 an environ. L'objectif, c'est à la fin de l'année environ d'avoir bâti ce plan de transformation complet de l'économie française. Ce qui est important également dans le plan de transformation de l'économie française, c'est l'aspect de la cohérence. Nous n'allons pas aborder chacun des secteurs pour lui seul. Nous abordons ces secteurs à chaque fois en regardant les enjeux de transformation de chaque secteur. On regarde cette décarbonation de l'économie. Mais nous allons évidemment, par un certain nombre d'exercices de bouclage autour de l'emploi, des ressources, de l'énergie, nous assurer que les hypothèses que nous prenons pour ces transformations, pour chacun des secteurs, ne sont pas incohérentes entre elles. Il ne s'agirait pas qu'on ait une solution absolument magique pour l'industrie automobile, mais que ce soit au détriment de l'agriculture ou de la santé ou du bouclage énergétique du territoire. Voilà. Donc, exercice segmenté par secteur, une vingtaine de chapitres, je vous le rappelle, aujourd'hui on fait l'automobile, exercice de cohérence, exercice sur les ressources énergétiques, et ressources naturelles et ressources humaines. Le paramètre emploi est au cœur de notre réflexion dans le plan de transformation de l'économie française.
Voilà, donc aujourd'hui, Automobile, nous sommes sur le rapport intermédiaire et je vais passer la parole donc, à Jacques Portalier et Laurent Piron qui ont travaillé, qui ont fait le job et qui vont vous décliner leurs conclusions intermédiaires. Alors, il faut savoir que ces conclusions intermédiaires vont appeler à des débats. Donc, nous commençons cet après-midi par des ateliers, mais au-delà de cet après-midi, l'objectif du plan de transformation de l'économie française, c'est aussi d'être interactif avec les acteurs de chacun des secteurs. Et avant de publier un rapport définitif, lui sera totalement chiffré, eh bien, nous aurons eu l'occasion, dans les semaines et dans les mois qui viennent, d'interagir avec tous les gens qui s'intéressent à ce sujet de la décarbonation et qui connaissent l'industrie automobile pour interagir avec eux et fabriquer des solutions intelligentes, pérennes, réalistes pour notre industrie automobile. Je voudrais finir de la présentation pour dire que dans le travail qu'ont fait Jacques et Laurent, il y a déjà un élément de cohérence important qui est embarqué dans ce travail, vous allez le voir, qui est celui de la réflexion sur la mobilité. Il n'y a pas de réflexion sur l'automobile, sur l'industrie automobile, sur le type de véhicule dont on aura besoin dans la transformation, sans réflexion sur les usages de la mobilité. Et vous allez voir que déjà, comme signe de cette recherche de cohérence, déjà dans la façon dont ils vont présenter leur travail, l'aspect de l'usage est au cœur de la réflexion. Voilà, donc la parole à Jacques et Laurent. Juste avant qu'ils interviennent, on va demander à Emma Stocking de nous rappeler peut-être que tout ce travail considérable de PTEF ne se fait pas sans moyens, et donc de vous rappeler que voilà, les équipes du Shift sont très importantes, une trentaine de personnes à temps plein qui travaillent sur ce plan, ont aussi besoin de moyens pour finaliser au mieux ce plan de transformation qui est à la fois attendu et nécessaire. Emma, c'est à toi. Merci beaucoup Laurent pour cette introduction. Et effectivement, avant de laisser la parole à Jacques et à Laurent, on voulait vous parler en quelques mots de l'appel à consultation que le Shift a lancé récemment. Et cet appel à consultation s'adresse cette fois aux entreprises, puisque le PTEF, le plan de transformation de l'économie française, avait sollicité le soutien des particuliers l'année dernière. Et cette année, comme les entreprises, et notamment les PME et les ETI, sont extrêmement importantes dans la construction de ce plan de transformation de l'économie française, puisqu'on ne peut pas penser la transition énergétique sans les PME, qui sont les principales sources d'emploi et d'innovation dans les territoires. C'est vrai qu'on s'adresse à elles pour avoir leur contribution, à la fois en termes d'idées, de contributions, donc vous pourrez solliciter votre entreprise pour participer à des ateliers pour discuter des propositions du PTEF, et également on s'adresse aux entreprises pour des contributions financières. Donc je vous rajoute le lien sur le chat de Zoom. Il sera également présenté dans quelques instants sur Facebook. Et maintenant, j'ai le plaisir de donner la parole à Jacques Portalier et Laurent Piron, qui sont nos deux copilotes sur ce chantier, ce vaste chantier de la transformation de l'industrie automobile française. Et donc, tout au long de leur présentation, si vous avez des questions à poser, on gardera quelques minutes à la fin de la présentation pour les poser. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'onglet Q&R de Zoom, qui se situe donc dans la barre juste en dessous. Et donc, on aura l'occasion d'y revenir à la suite. Jacques, Laurent, je vous passe la parole. Je disais donc merci à tous de participer à ce point d'étape du plan de transformation du secteur automobile. Donc, il s'agit d'un point à mi-parcours, sachant que nous livrerons une version finalisée et complétée de ce dossier pour octobre. Cet événement, il vise à partager et discuter avec vous la vision 2050 du secteur et les transformations associées, et aussi, comme l'a dit Laurent, engager le dialogue avec les parties prenantes pour consolider nos propositions de mesures. Propositions de mesures qu'on vise à mettre en œuvre pour le prochain quinquennat. Alors, ces mesures, elles vont avoir un double objectif. Le premier, court terme, c'est de décarboner l'automobile de moins 5% par an sur la décennie. Le deuxième, c'est d'engager les transformations structurelles pour préparer le point d'atterrissage,
l'arrivée à 2050 en cohérence avec l'objectif de décarbonation globale de la France. Donc, une partie du cadre réglementaire du secteur automobile est portée à l'échelon européen. Et on va porter une attention particulière dans la structuration de nos propositions à bien articuler à la fois des propositions à l'échelle européenne et à l'échelle française. Pour vous qui participez, si, faute de temps, nous ne pouvons pas répondre à vos questions et faute de place, vous n'avez pas pu participer aux ateliers collaboratifs et que vous souhaitez apporter vos contributions ou nous faire bénéficier de vos remarques ou expertises, vous pouvez nous contacter à l'adresse mail qui est en bas de la slide, industrie-du6automobile@theshiftproject.org. Merci d'avance à vous pour vos contributions. Et je passe la parole à Laurent pour démarrer cette présentation. Bonjour à tous. Je vous présente sur ce slide l'ordre du jour de l'heure qui va suivre. On va commencer par un état des lieux assez complet de l'industrie automobile en France, qui nous permettra de mettre l'accent sur un certain nombre de caractéristiques. Et ensuite, on mettra la focale sur l'ensemble des leviers qui sont à notre disposition pour décarboner la mobilité automobile et rester compatible de la cible de 2 degrés de réchauffement climatique. On verra que si les leviers techniques existent, et beaucoup d'entre vous les connaissent certainement, ils ne seront sans doute pas complètement suffisants pour décarboner complètement le parc automobile français. Donc, on détaillera les 3 axes de transformation que nous proposons dans notre vision du secteur et on donnera des premiers résultats intermédiaires quantifiés en fin de présentation. On aura ensuite, Emma l'a dit, une séance de questions-réponses. Donc, vous pouvez nous mettre vos questions d'ores et déjà dans le chat. S'en suivra une table ronde et puis, en comité un petit peu plus restreint, des ateliers collaboratifs. Alors, pourquoi le PTEF? Laurent en a parlé longuement. Je rappelle juste que, et ceux qui suivent le Shift connaissent cette double contrainte carbone par cœur. On est pris en tenaille entre deux pinces. La première, c'est le réchauffement climatique lié aux activités humaines et aux émissions de gaz à effet de serre depuis en gros 1 siècle et demi. Les conséquences commencent à être bien identifiées et sont multiples et vont dépendre, enfin l'ampleur de ces conséquences va dépendre de nos émissions actuelles et futures de gaz à effet de serre. L'autre pince de la tenaille de la double contrainte carbone, c'est l'énergie. Toutes nos activités, toutes les émissions de gaz à effet de serre sont liées à l'énergie que nous consommons et qui est à base de pétrole, de charbon, de gaz, enfin d'hydrocarbures à plus de 85% au niveau mondial. On rappelle aussi que l'énergie est le principal sous-jacent de nos activités et de notre développement économique. Et c'est évidemment le cas pour le transport qui dépend à plus de 90% du pétrole. Et on dit par ailleurs que l'approvisionnement en pétrole est amené vraisemblablement à se contracter en Europe dans la décennie qui vient. Donc le PTEF, le plan de transformation, c'est bien une proposition de plan global pour sortir de cette double contrainte en favorisant à la fois la résilience et en restant attentif à l'emploi. Donc il s'agit bien, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, d'un programme systémique pour l'économie qui soit effectivement compatible de la limite des 2 degrés. Systémique parce que tous les secteurs de l'économie sont interconnectés et on va tenter dans nos travaux comme dans ceux des autres chantiers de tenir compte de ces grandes interactions pour assurer la cohérence d'ensemble. On vise avec ce plan un ensemble de propositions opérationnelles, qu'elles soient réglementaires, économiques, fiscales, sociales ou organisationnelles, pour alimenter le débat des prochaines présidentielles sur la quinzaine de secteurs économiques. Ces propositions ont vocation à être applicables dès le prochain quinquennat et à amorcer le virage pour qu'on soit en ligne avec une décarbonation complète de l'économie d'ici 2050. Le secteur de l'automobile fait bien évidemment partie des secteurs étudiés, compte tenu, 1, de son importance dans l'économie française, et 2, de l'histoire que notre pays entretient depuis, j'allais dire, 2 siècles avec l'automobile. Le périmètre, les livrables qu'on se donne dans ce chantier sont de l'ordre de 3, oui. On va essayer de quantifier les matières nécessaires et l'énergie nécessaire qui sera utilisée dans le secteur d'ici 2050.
Les gigawattheures de batterie qui seront nécessaires au parc roulant à cet horizon compte tenu de l'importance du véhicule électrique, et puis évidemment les émissions globales à l'usage, mais aussi hors de la phase d'usage, c'est-à-dire la fabrication et en fin de vie. En interaction avec notre chantier, on a bien sûr les secteurs que je viens d'évoquer, l'emploi également sur lequel on a porté une attention particulière dans ce PTEF, et puis tous les secteurs, les autres chantiers de la mobilité qui nous alimentent en données notamment de mobilité du parc, c'est-à-dire en giga-véhicules kilomètres. On va considérer dans notre périmètre l'ensemble de la construction automobile, mais aussi la filière aval, c'est-à-dire la distribution, réparation, maintenance et plus globalement tout ce qui touche à la mobilité individuelle. Et vous verrez qu'on va aborder des sujets comme les services de mobilité et le vélo, pour faire un peu de spoil. Alors, vous avez sur ce graphe la trajectoire nationale de décarbonation du secteur des transports. Et comme vous le voyez, la route est droite, mais la pente est raide. Le transport, c'est le premier poste d'émission des gaz à effet de serre en France, avec en gros 30%. Et il présente aussi la particularité de ne pas avoir vu ses émissions baisser depuis 1990. Alors que l'objectif est la décarbonation complète d'ici 2050. Ça n'a quand même pas très bien commencé, puisque le premier budget de la SNBC a été raté sur la période 2015-2018 de l'ordre de 8% à peu près. Comme l'a dit Jacques tout à l'heure, l'atteinte des points de passage qui nous permettent de raccorder à l'objectif national nécessite une réduction des émissions de 5% par an, tous les ans, et à partir de maintenant, voire d'hier. Dans ces émissions, alors qui sont des émissions à l'usage dans le calcul de la SNBC, dans ces 30%, les voitures particulières, qu'on va appeler VP dans la suite de la présentation, et les véhicules utilitaires légers, c'est-à-dire en gros les camionnettes, pèsent pour 70% de tout ça. C'est-à-dire que les voitures individuelles et les VUL pèsent 1/5 des émissions françaises. Le reste dans le transport, c'est les poids lourds pour une vingtaine de pourcents, le non-routier et puis les 2 roues motorisées qui pèsent un petit peu. Donc l'objet de notre périmètre, c'est bien ce qui pèse 1/5, c'est-à-dire les VP et les VUL. Alors vous avez sur ce graphe, en complément de ce qu'on vient de dire sur les émissions à l'usage, les émissions totales, non seulement d'usage, mais de fabrication, des véhicules sur le territoire français. Donc à gauche, pour les voitures particulières, 71 millions de tonnes du réservoir à la roue et 13 millions de tonnes de CO2 pour la fabrication et le même type de chiffres pour les VUL. Ce qu'on voit ici, c'est que aujourd'hui, l'usage représente 85% des émissions, donc la fabrication et la fin de vie à peu près 15%, donc ça fait un ratio de 5 à 6 entre les deux. On reviendra sur ce ratio plus tard. Le poids relatif de l'usage justifie qu'on s'intéresse aux motorisations et à l'électrification, mais il faut aussi qu'on s'intéresse, et c'est le cas de notre chantier, qu'on s'intéresse aux émissions de fabrication aussi. Pour continuer ce tour d'horizon du secteur automobile en France, alors je ne vais pas détailler, je ne vais pas commenter trop dans le détail ce graphe, mais vous avez 3 courbes principales. La première en bleu clair qui est le marché des véhicules neufs vendus en France en VP plus en VUL. En gros, il se vend 2,5 millions de voitures neuves en France tous les ans, hors crise. En bleu foncé, vous avez l'évolution de la production de véhicules assemblés sur le territoire français depuis le milieu des années 2000. Et vous voyez que si aujourd'hui la production est de l'ordre de un peu moins de 2 millions de voitures tous les ans, dans les années 2000, on fabriquait sur le territoire plus de 3,5 millions de voitures. Une grosse chute de la fabrication des véhicules sur le territoire français, liées aux délocalisations, principalement des petites voitures, dans le courant des années 2000, vers des pays à bas coût de main-d'œuvre, l'Europe de l'Est, Turquie principalement. Donc aujourd'hui, il reste sur le territoire des voitures
disons, segment intermédiaire et supérieur, et des véhicules utilitaires légers en fabrication, à l'exception de la Toyota Yaris quand même à Valenciennes. La courbe orange, c'est le parc roulant, donc le nombre total de voitures qui roulent en France. La courbe orange, c'est les véhicules qui ont moins de 15 ans. Ça représente en gros un petit 39 millions de voitures. Si on additionne à ça les voitures plus vieilles, c'est-à-dire qui ont plus de 15 ans, on dépasse assez largement les 40 millions de véhicules. Je parle de ça parce que le parc a tendance à vieillir du fait que les voitures sont gardées de plus en plus longtemps par les ménages. Ça va vouloir dire deux choses pour nous. Un, l'inertie du parc est très grande, il faut entre 15 et 20 ans pour renouveler le parc complet. Et deux, les véhicules neufs sont de moins en moins accessibles au plus grand nombre, vraisemblablement parce que plus cher, et du coup, ils gardent leur véhicule plus longtemps. Un petit tableau là, qui montre le top 5, allez, on va focaliser là-dessus, le top 5 des voitures particulières vendues en France en 2020, pour illustrer la perte de localisation de la fabrication en France. On voit que le top 5 des véhicules vendus en France, c'est des petites voitures, et il n'y en a plus une seule qui est fabriquée sur le territoire. La situation est un peu plus favorable sur les VUL, où on garde encore une forte production de ce type de véhicules en France. Alors, sans surprise, évidemment, hein, les emplois, notamment les emplois directs dans la construction automobile, suivent cette courbe de baisse de la production. Donc, vous avez en gros, il y a 900 000 emplois dans la filière complète sur la construction automobile, y compris l'aval et y compris l'amont. Donc, quand on dit aval, on parle de distribution, de vente, de réparation, de tous les services associés. Et on constate évidemment que les emplois directs ont suivi la même courbe que la production des véhicules, donc une chute assez drastique depuis le milieu des années 2000. Les emplois dans la filière, dans l'aval de la filière, sont stables pour l'instant, même s'il est à craindre que l'arrivée massive des véhicules électriques, plus simple à concevoir, plus simple à fabriquer, mais aussi plus simple à entretenir, peut avoir un impact sur l'emploi dans la filière aval. Autre type d'évolution tendancielle, là, on pourrait penser que la voiture moyenne vendue en France a subi un confinement qui lui a fait prendre un peu d'embonpoint. Mais vous voyez ici que toutes les caractéristiques techniques de la voiture neuve moyenne vendue en France ont augmenté depuis une cinquantaine, voire soixantaine d'années. Donc les voitures aujourd'hui sont plus larges, plus hautes, plus puissantes, mais aussi plus lourdes. Et ça, c'est un tout petit peu gênant parce que ça reste un déterminant assez majeur de la consommation des véhicules et donc de leurs émissions, aussi bien à l'usage qu'à la fabrication des véhicules. Mais on y reviendra sur les inducteurs d'augmentation de la masse des véhicules. C'est pour nous un axe important de, entre guillemets, sobriété, enfin en tout cas de diminution des émissions. Dernier point sur ce tour de piste un peu générique, on rappelle de quoi est faite une voiture moyenne. Malgré toute la techno, tous les équipements qu'il y a dedans, malgré la complexité de la conception et du process, ça reste majoritairement, très majoritairement même, composé de métal, de métaux, principalement ferreux, pour presque 80%. Le reste est majoritairement constitué de plastique, que vous trouvez sur votre planche de bord, vos garniers intérieurs, etc. Voilà pour ce tour d'horizon. Merci Laurent. Donc, avant de rentrer dans le vif de nos propositions de scénario, une petite mise en perspective des défis auxquels la filière automobile fait d'ores et déjà face, et qui sont des défis majeurs qui vont la transformer qui vont transformer pas seulement l'industrie, hein, mais l'ensemble de la filière de manière profonde et structurelle. Ces défis résultent notamment de trois inducteurs technologiques qui viennent questionner les activités historiques des acteurs du secteur et rebattre les cartes de son économie. Ce sont les inducteurs, l'électrification des voitures, l'automatisation de la conduite et puis la connectivité qui a notamment permis à des acteurs
non issus des filières historiques de venir capter de la valeur autour de l'automobile et de son usage. En complément de ces inducteurs technologiques, il y a des tendances de fond qui sont à l'œuvre. Il y a je dirais, la pression des enjeux environnementaux, que ce soit la décarbonation, mais aussi les enjeux en termes de ressources. Comme on l'a vu, une voiture, c'est quand même une forte empreinte matière, mais aussi les enjeux environnementaux au sens large de l'ensemble des pollutions. Un deuxième point qui vient impacter le secteur automobile, c'est les évolutions au niveau de la société, au niveau des clients, dans leur rapport à l'automobile, à son usage, aux attentes, à l'investissement symbolique et aux imaginaires qu'il peut y avoir de rattacher à la voiture et à son usage. Et puis, il y a des tendances au niveau, je dirais, de l'interpénétration de différents secteurs d'activité, avec tout ce qui est lié à la révolution digitale, à la mine de données que représente la mobilité et au développement d'activités de création de valeur autour de ces points-là. Et puis enfin, tout ce qui est mobilité servicielle, services de mobilité, on entend parler de mass, mobility as a service, qui sont des tendances majeures. Pour revenir un petit peu à la décarbonation et prendre un peu de recul, si on regarde la trajectoire et on décompose la trajectoire des émissions de CO2 par facteur suivant la fameuse décomposition de Kaya, on observe, déjà comme on l'a vu tout à l'heure, que les émissions de l'automobile n'ont pas baissé au global depuis 1990, mais que derrière cette relative stagnation, en fait, se cache d'un côté des gains significatifs en termes d'efficacité énergétique, donc des gains technologiques, une légère décarbonation du vecteur énergétique des carburants du fait de l'introduction de biocarburants. Et en fait, l'ensemble de ces gains a été plus que compensé par l'accroissement de la mobilité, donc des voyageurs kilomètres, associé à une baisse du remplissage dans les voitures, donc moins de personnes par véhicule pour les différents déplacements. Ce qui fait que, dans l'approche que l'on porte au Shift, on prend attention à travailler sur l'ensemble des facteurs de l'équation de Kaya, puisque pour décarboner la mobilité, il faut bien veiller à coordonner et piloter l'ensemble de ces facteurs. Donc, on a le premier levier, on va dire, qu'on appelle Avoid, qui pose la question de regarder bien les besoins de mobilité et potentiellement de faire baisser certains besoins. Il y a des leviers comme le télétravail, des questions d'urbanisme, d'aménagement du territoire ou de dynamique sur les activités de loisirs. Le deuxième shift, c'est la question du choix des modes de transport, l'orientation vers les modes moins émissifs notamment. Donc, on va trouver les questions de bascule de l'autosolisme vers le covoiturage, ou vers des systèmes de transport en commun, ou vers les cycles. Et le troisième levier, bien sûr, qui est le plus couramment développé et sur lequel on communique beaucoup, qui sont les leviers technologiques. Alors, souvent, on a la clé d'entrée du vecteur énergétique et de l'électrification, mais il y a d'autres leviers aussi sur les véhicules, leur dimensionnement et leurs caractéristiques. On y reviendra un petit peu plus tard. Si on creuse un petit peu la question des leviers technologiques et des motorisations, vous trouverez sur ce tableau, je dirais en ligne, la plupart des options technologiques pour décarboner ou réduire l'empreinte carbone de la mobilité automobile. Donc, en référence, l'essence et le diesel, on va dire les carburants fossiles, et puis les biocarburants de deuxième génération, les véhicules électriques à batterie, l'hydrogène, les véhicules bi-énergie, donc dits plug-in hybrides, des carburants de synthèse, et puis enfin les biogaz. Et pour ces différentes options, vous avez les enjeux en termes d'usage well to wheel, donc regardant l'empreinte de la fabrication jusqu'à l'usage du vecteur énergétique, l'empreinte carbone de fabrication, enfin l'empreinte gaz à effet de serre de fabrication du véhicule, les enjeux en termes de ressources qui y sont associés, les enjeux qualité de l'air, les questions liées
aux usages des véhicules ou aux infrastructures qui permettent de faire tourner ces véhicules. Sans rentrer dans le détail, ce qui ressort d'une telle analyse, c'est qu'il n'y a pas de solution technologique magique qui coche 100% des cases et qu'on pourrait imaginer déployer sans limite et sans contrepartie. Certes, le véhicule électrique à batterie est celui qui semble porter le plus de points positifs, même s'il y a des enjeux de ressources ou d'empreinte carbone de fabrication. D'ailleurs, pas que l'empreinte carbone de fabrication, il y a d'autres impacts environnementaux. Et on a aussi certains carburants liquides, gazeux ou décarbonés qui peuvent avoir en tout cas un intérêt significatif du point de vue de la décarbonation, tout en sachant que derrière ce type d'option, il y a des enjeux de disponibilité de ressources et qu'il y a par ailleurs, en dehors de l'automobile, des secteurs comme l'aérien notamment ou tout un tas d'activités de la bioéconomie qui peuvent appeler ce type de ressources. Et un des enjeux du PTEF, c'est bien d'assurer une cohérence globale et une faisabilité globale du plan de transformation, notamment vis-à-vis de ces aspects ressources. Donc, en conclusion, la technologie est certes une composante de la solution, mais c'est vraiment indispensable de développer une vision globale et cohérente qui intégrera les leviers Avoid et Shift. C'est pour ça qu'au sein du PTEF, cette mise en cohérence, elle se traduit par des coordinations régulières et des échanges entre le secteur automobile et l'ensemble des secteurs mobilité, que sont la mobilité quotidienne, longue distance et fret, pour ce qui concerne les activités des VP et VUL. Avant de passer la parole à Laurent, je vais vous préciser un peu les clés de lecture, les trois axes de transformation qui sont ressortis de notre analyse et qui portent notre réflexion. Le premier, c'est la réduction de l'empreinte carbone des véhicules, VP et VUL, en dehors de leur phase d'usage, donc en particulier la réduction de l'empreinte carbone de fabrication. Le deuxième volet, c'est de quelque part rendre les véhicules les plus sobres possibles et avec l'empreinte carbone la plus faible possible à l'usage, en développant, en produisant et en diffusant en masse des véhicules sobres et bas carbone. Et le troisième volet, c'est d'accompagner les évolutions d'usage, donc le Avoid et Shift de l'équation de Kaya, en saisissant les opportunités de développement de nouvelles activités, que ce soit en termes d'activité économique et d'emploi, pour permettre cette décarbonation et quelque part faire partie de la solution plus que faire partie du problème. Donc, je passe la parole à Laurent qui va vous présenter le premier axe. Ok, donc on va voir maintenant dans les trois parties déterminées par les trois axes que vient de donner Jacques, les cibles qu'on peut se donner sur chacun d'entre eux et les propositions de mesures qu'on met en débat aujourd'hui pour orienter la décarbonation, ici sur le premier axe, de la fabrication des véhicules et de leur fin de vie. Encore une fois, ces propositions elles ont vocation à être mises en débat, amendées, évaluées. Certaines, comme l'a dit Jacques, sont portées à l'échelle européenne, d'autres peuvent être portées au plan national. On l'a vu, un des leviers majeurs de réduction de l'empreinte carbone de fabrication d'un véhicule, ou tout autre objet manufacturé d'ailleurs, c'est de diminuer la quantité de matériaux qu'on utilise pour le fabriquer. Si on applique ce principe à la voiture, ça nous conduit à proposer d'alléger assez drastiquement les véhicules, ce qui, comme on l'a vu tout à l'heure, est assez en rupture par rapport à l'évolution des 60 dernières années. Notre proposition, elle est d'alléger les véhicules de 250 à 300 kg hors batterie pour atteindre des voitures qui, grosso modo, font un peu moins d'une tonne. À titre de comparaison, aujourd'hui, une voiture moyenne, ça pèse 1250 kg. Et toujours à titre de comparaison, une Peugeot 306 du début des années 2000, ça pesait à peu près ce poids. Donc, ce qu'on propose dans cet axe, c'est de revisiter complètement et la taille des véhicules et le compromis global confort, équipement, sécurité. En s'interrogeant, ou en réinterrogeant la dérive qu'on peut considérer d'un certain point de vue comme inflationniste des dernières décennies, à l'augmentation, au surenchérissement des équipements produits
mais aussi des exigences de sécurité qui ont rendu à la fois les véhicules plus lourds, mais aussi beaucoup plus chers, et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, de moins en moins accessibles au plus grand nombre. Deuxième ordre d'idées, on propose d'étendre à la fabrication l'affichage qu'on connaît aujourd'hui de la performance CO2 à l'usage des véhicules et d'étendre le malus qu'on a sur les véhicules les plus lourds qui a été voté récemment, d'étendre ça à un bonus sur l'achat des véhicules les plus légers. Idée qu'on n'a pas inventée, hein, mais qui a déjà été évoquée à plusieurs reprises dans les mois précédents. Dernier point sur ce sujet de la réduction de la quantité de matériaux, globalement de l'allègement des véhicules. On a dans la législation européenne, dans le calcul de l'objectif des constructeurs, un critère un critère masse qui est minorant en fonction du poids moyen des voitures vendues par les constructeurs. Pour le dire plus clairement, pour faire simple, la législation européenne est telle aujourd'hui que plus un constructeur vend des voitures lourdes, moins son objectif d'émission de CO2 à l'usage est contraignant. Donc c'est complètement... c'est déraisonnable de garder un critère comme celui-là et on propose de le supprimer dès que possible, ce qui aura quand même pour effet collatéral de favoriser entre guillemets les constructeurs français qui restent encore assez performants sur le segment des petites voitures. Second levier pour diminuer l'empreinte carbone de fabrication, c'est de s'intéresser à l'intensité carbone des matériaux au-delà de la quantité de matériaux. Là aussi, on peut proposer des mesures de 3 ordres. L'utilisation massive de matériaux bas carbone, notamment l'acier, l'aluminium, en introduisant des taux minimums, par exemple, de matières bas carbone recyclées ou issues d'un procédé bas carbone dans la fabrication des voitures. Deuxième levier possible, rentrer rapidement dans une forme de circularité de l'économie de l'automobile qui doit permettre de boucler plus rapidement qu'on ne le fait sur un cercle vertueux de préservation des ressources. Et enfin, troisième type de levier qu'on peut proposer, c'est, compte tenu du caractère plutôt énergivore des process utilisés dans l'industrie, de réfléchir à une incitation qui permettrait une production locale ou en tout cas dans des pays à électricité bas carbone. Dit autrement, il faut que d'une manière ou d'une autre, les externalités environnementales mais aussi sociales puissent être prises en compte, soit au niveau national, soit plutôt au niveau européen. Ces deux sujets de quantité de matière et d'intensité carbone, elles s'illustrent parfaitement sur le sujet des batteries. On vous propose un tout petit focus là-dessus. Aujourd'hui, les batteries automobiles sont fabriquées, y compris pour le marché européen, principalement en Asie du Sud-Est, en Chine et en Corée du Sud, ce qui nous rend complètement dépendants de ces pays-là. La forte accélération des ventes actuelles, depuis 2020 et futures des motorisations à batterie fait qu'il y a beaucoup de projets qui ont été annoncés ou qui sont en cours de fabrication d'usines de batteries sur le territoire européen, ce qu'on appelle des gigafactories. Il y a à peu près un projet par semaine qui est annoncé et qui représente plus de 700 gigawattheures aujourd'hui sur le continent européen. Donc il y a évidemment plusieurs raisons à cette relocalisation entre guillemets de la fabrication de batteries, la maîtrise de l'approvisionnement et de la chaîne de valeur, la baisse des coûts. Le coût des batteries pèse très lourd dans le prix global d'une voiture électrique, et puis la réduction de l'empreinte de fabrication en profitant d'une électricité moins carbonée. De ce point de vue, la localisation de la fabrication de la batterie en Europe a un impact assez important puisqu'il est de l'ordre 2 par rapport à une fabrication de batterie en Chine. Malheureusement, la France, pour l'instant, ne profite pas ou pas encore suffisamment de son avantage, j'allais dire compétitif, d'électricité décarbonée quand on regarde le nombre de projets qui sont annoncés en Allemagne et le nombre de projets qui sont annoncés en France. On devrait pouvoir profiter plus de cet avantage-là. Ce qu'on propose à mettre en débat sur ce sujet des batteries,
c'est de quatre ordres. 1, ajuster la taille des batteries au juste besoin, ce qui répondra à la question de tout à l'heure de l'allègement et de la définition à la juste taille des véhicules. Ce qu'on propose, c'est des batteries de 50 à 60 kWh en VUL, ce qui permettra de couvrir la quasi-totalité des besoins de mobilité. On propose aussi d'accélérer la mise en place de la directive européenne qui encadre le contenu carbone des batteries, quitte à introduire une sorte de réglementation sur le bilan carbone des batteries, enfin un équivalent café. On propose d'introduire assez rapidement des taux ambitieux de réutilisation, de récupération, de recyclage et d'introduction de matériaux recyclés dans les batteries fabriquées en Europe. Et enfin, de mettre en place les dispositifs qui permettent de développer davantage les projets de fabrication de batteries en France pour profiter de son électricité bas carbone. L'hypothèse qu'on peut mettre sur la table, c'est à minima de produire autant de batteries sur le territoire qui sont de voitures électriques sur le territoire. On passe maintenant à au deuxième axe de transformation. Ce deuxième axe va consister à travailler donc là sur les caractéristiques des véhicules dans la perspective de baisser leur consommation d'énergie, leurs besoins en matière et réduire leur empreinte carbone. Donc, développer, produire et diffuser des véhicules sobres et bas carbone. Il y a bien deux éléments. Le premier, c'est les véhicules sobres. Alors, l'objectif, c'est qu'en 2050, l'ensemble du parc soit composé de véhicules sobres. Pour cela, il faut que le marché des véhicules neufs soit en gros 100% constitué de véhicules sobres dès 2035, du fait du délai de renouvellement du parc. Alors, ce qu'on appelle véhicules sobres, on peut illustrer par le type de véhicule 2 litres au 100 pour ceux qui se souviennent des projets qui avaient été développés ou proposés au début des années 2010. Donc, un véhicule sobre, c'est un véhicule qui n'a pas besoin de beaucoup d'énergie pour rouler. La question, là, ce n'est pas de savoir s'il est à l'énergie électrique ou autre chose. Donc, c'est déjà un véhicule léger. Je ne vais pas revenir sur les leviers puisqu'ils ont été développés par Laurent il y a quelques minutes. C'est un véhicule aérodynamique. Donc, c'est un véhicule qui, par sa ligne et par sa surface frontale, donc la hauteur et la largeur, présente une faible résistance à l'air. Et c'est un véhicule avec peu de dissipation d'énergie dans les pneumatiques, mais aussi dans les équipements de bord, puisque notamment l'inflation des équipements, écrans, etc., fait que ce poste-là compte de plus en plus dans la consommation des véhicules, en particulier en ville. Et puis, dernier point, c'est un véhicule avec une motorisation qui a un rendement élevé, que ce soit avec une technologie d'hybridation, récupération d'énergie et avec un moteur thermique ou avec un moteur électrique. Et donc, un véhicule sobre, il va permettre de limiter l'impact en termes matière, de besoins en ressources, mais aussi l'impact de besoins en énergie dans son utilisation, ce qui aura des vertus vis-à-vis de l'équilibre du système énergétique. Et puis, c'est aussi un véhicule qui aura des coûts à usage réduits, ce qui est un vrai sujet par rapport à la soutenabilité d'un scénario de transition. Le deuxième volet, c'est l'aspect bas carbone. Donc là, c'est que, je dirais classiquement, à l'horizon 2050, 100% de l'énergie utilisée dans le parc des véhicules particuliers ou des véhicules utilitaires légers soit de l'énergie bas carbone. Le principal levier, c'est l'électrification, sans surprise. Donc, c'est d'avoir entre 70 et 100%, puisqu'on regarde un peu des sensibilités des véhicules kilomètres, donc de la mobilité du parc, qui soit assurée par de l'électricité pour les véhicules particuliers. Et pour les véhicules utilitaires légers, 100% de cette mobilité soit faite avec une propulsion électrique, potentiellement exclusivement à batterie. On regarde aussi s'il serait nécessaire, pour certains usages, d'avoir recours à l'hydrogène, de l'hydrogène donc issu de l'électrolyse pour faire rouler ces véhicules. On regarde pour, laisser aussi voir un petit peu la robustesse de notre scénario au cas où il y aurait encore besoin de carburant liquide ou gazeux pour des moteurs thermiques, mais des carburants qui soient décarbonés. Donc, on regarde un scénario où on aurait entre 0 et 30% des véhicules kilomètres parcourus, soit avec du biogaz ou des biocarburants de deuxième génération ou des carburants de synthèse. La faisabilité de la réponse à ces besoins
étant sous-tendu par le fait que les ressources soient effectivement disponibles. Et donc, on revient à la question du rebouclage global du PTEF sous le volet ressources et énergie. Donc, pour réaliser les mesures qui vont permettre ces transformations, donc on a commencé à poser une base de réflexion donc, qui va servir à gérer la discussion dans les ateliers de la deuxième partie de cet événement. Donc, sous l'angle de la diffusion massive de ces véhicules sobres, il y a un premier point qui est de produire ces véhicules et de conduire les acteurs à produire ces véhicules. Alors, il y a tous les éléments sur la masse qu'on a déjà vus, donc je ne reviens pas dessus. Il y a un levier qui consiste à jouer aussi sur les facteurs externes comme la vitesse, que ce soit la vitesse d'usage ou la vitesse de dimensionnement, qui peuvent permettre de contribuer à désévériser certaines contraintes sur la conception des véhicules. Et puis, de manière aussi à orienter les constructeurs vers la fabrication de ces véhicules sobres, c'est de ne pas se contenter d'un critère CO2 dans l'objectivation du café, puisque quand on a un véhicule électrique, ce CO2 est compté pour 0. Donc, quelque part, que le véhicule fasse 2 tonnes avec 140 kWh de batterie ou qu'il fasse 800 kg, il sera toujours à 0. Donc, là, l'idée, c'est d'associer à l'objectif café CO2 un objectif de sobriété énergétique ou d'efficacité énergétique en objectivant des kilowattheures par kilomètre moyen pour les véhicules neufs vendus. Le deuxième levier, c'est quelque part d'orienter l'attractivité, l'envie du client pour les véhicules vers ces véhicules sobres. La publicité, on le sait tous, a une capacité importante à susciter des aspirations et à créer des imaginaires pour vendre des produits. Donc, c'est de s'appuyer sur ce levier-là. Et un deuxième qui est de s'appuyer sur un marché, faire évoluer le cadre pour un marché qui est très prescripteur, qui est le marché du B2B, qui représente en gros une petite moitié du marché des véhicules neufs en France, excluant les véhicules non sobres des aides ou soutiens divers et variés qui font que c'est très intéressant pour une entreprise de financer des véhicules des véhicules de flotte. Et le dernier point, c'est d'accélérer le déploiement et puis aussi tout en donnant de la visibilité aux acteurs, parce que les acteurs, l'industrie automobile notamment, c'est une industrie avec une forte inertie. Donc, c'est important de donner de la perspective et d'inscrire des choses dans la durée pour que les acteurs s'engagent sur ces trajectoires. Et il y a des questions aussi d'acceptation sociale, donc indexer les aides ou les bonus sur les revenus, des questions aussi d'aller plus vers une fiscalité à l'usage que sur une fiscalité à l'achat. Et un dernier point qui est très important aussi, c'est de conditionner les aides à l'écart d'émissions entre les véhicules remplaçants et remplacés, donc que ce soit les véhicules d'occasion ou des véhicules neufs, plutôt que sur un niveau absolu, pour accélérer le renouvellement du parc vers des véhicules bas carbone et éviter de donner des primes pour du renouvellement qui n'améliore en rien le niveau moyen d'émission du parc. Le deuxième volet concerne l'accompagnement de la décarbonation des motorisations. Donc, il y a un volet sur les infrastructures de recharge. Alors, il y a toujours des questions sur la vitesse de déploiement de ces infrastructures qui représentent un frein pour les usagers, ou en tout cas un motif de crainte sur l'usage du véhicule électrique. Mais il n'y a pas seulement une question de nombre de bornes, il y a aussi une question de facilité d'utilisation. Aujourd'hui, il y a différentes offres, abonnements, standards, etc., avec des vrais sujets et des vraies difficultés d'interopérabilité qui peuvent grandement nuire à l'expérience client. Il y a un sujet aussi qui est de trouver des business models qui permettent de rendre le véhicule électrique accessible au plus grand nombre. Alors, il y a des enjeux de dimensionnement des batteries qui peut être un levier pour réduire le coût de ces véhicules, mais aussi d'autres réflexions autour de l'économie de la fonctionnalité qui peuvent permettre de, quelque part, limiter la barrière à l'entrée que représente le prix des véhicules électriques. Il y a un point alors, qui est plus transitoire sur le bon usage des hybrides rechargeables. On a vu passer ces derniers mois différents articles qui explicitaient le fait que les hybrides rechargeables s'étaient développés, en particulier dans les flottes d'entreprises
mais qu'en fait, les émissions réelles de ces véhicules pouvaient être extrêmement mauvaises, hein, parce que c'est sûr que si on prend une hybride rechargeable qu'on ne recharge jamais, c'est pire qu'un véhicule thermique. Donc, il y a un sujet d'encadrement de l'usage si on veut garder ces véhicules-là au moins en transition. En tout cas, il faut encadrer. Enfin, le fait est qu'il y en a d'ores et déjà dans le parc et en vente. Et vu qu'ils sont là, autant essayer de bien les utiliser ou d'amener les utilisateurs à bien les utiliser. Et sur les vecteurs gazeux ou liquides décarbonés, il y a une question d'évaluation globale des filières et disponibilité de la ressource pour, je dirais, quelque part avoir un cadre réglementaire qui articule l'ensemble des secteurs consommateurs en regard de cette ressource et à voir si ça fait sens d'en avoir pour les VP et les VE. Le troisième axe, donc c'est un axe qui, lui, est moins sur le produit et beaucoup plus sur l'usage et qui va être structuré par les transformations dans les pratiques de mobilité. La convergence donc, entre l'industrie auto et les différents secteurs de mobilité du PTEF a conduit à déterminer donc, des transformations importantes des pratiques de mobilité. Ici, vous avez sur le graphe, pour le périmètre de la mobilité du quotidien, l'évolution des parts modales en voyageurs kilomètres suivant les différents modes. On constate qu'une part importante de ces déplacements, des déplacements en dessous de 20 km, elle a été affectée à des moyens de transport en dessous de la voiture. Dans ce cas-là, au vélo assistance électrique et vélo cargo et deux roues électriques. On va le voir dans quelques minutes sur d'autres variantes, sur des véhicules type AMI ou Twizy, donc des quadricycles, qu'on a regardé dans une variante dédiée. Et donc là, dans l'exemple, les deux roues représenteraient en 2050 25% des voyageurs kilomètres et la voiture, elle, passerait de 81% à 53%. Donc les différentes mobilités feront l'objet de publications dédiées et donc dans cette présentation, on s'attache à illustrer les opportunités et les questions que ça pose sur la transformation du secteur automobile. Donc, vu de la mobilité du parc, qui dit moindre mobilité du parc, dit moindre besoin de renouvellement de ce parc et donc réduction du marché, enfin en tout cas évolution du marché des véhicules neufs. Donc, avec la vision qu'on vient de partager, on obtient ainsi en 2050 pour les véhicules particuliers une baisse de 30 à 40% de la mobilité du parc et donc autant de réduction du marché. Donc, réduction de mobilité du parc qui d'une part est portée par les évolutions de part modale dont on vient d'illustrer un exemple pour la mobilité du quotidien et d'autre part par l'amélioration du taux de remplissage, notamment du fait du développement du covoiturage. Pour les véhicules utilitaires légers, la dynamique est légèrement différente et conduit à une baisse de 10% de la mobilité du parc et donc du marché du VUL qu'on a pris en base pour la suite de nos estimations. Cette contraction des activités de production, mais pas que, parce que ça touche aussi les activités d'entretien, je dirais, qui sont directement liées à l'usage du parc, au nombre de kilomètres qui sont parcourus tous les ans. Mais ces transformations, elles peuvent quand même présenter des opportunités pour le développement de nouvelles activités productives et aussi d'entretien. Ainsi, illustré ici, on a le marché de la vente et de l'entretien des cycles électrifiés ou non qui pourrait se développer de manière massive, pouvant générer à la fois des emplois et des activités économiques. Pour saisir cette opportunité, il faut pouvoir développer une filière industrielle française complète du vélo, parce qu'aujourd'hui, l'essentiel des pièces qui servent à fabriquer les vélos viennent de façon importée. Donc, ça peut passer par des questions sur des taxes anti-dumping sur les VAE, la promotion, le renforcement des labels type Origine France Garantie, du soutien public au développement de consortiums pour fabriquer des cadres qui sont aujourd'hui plus fabriqués du tout sur le territoire français, à part quelques vélos artisanaux, ou développer du labelling sur la durabilité des cycles pour, quelque part, donner à voir la qualité des vélos et permettre d'orienter les choix des consommateurs vers des vélos plutôt fabriqués en France. Concernant
Concernant la question des quadricycles que j'évoquais tout à l'heure, les quadricycles ils peuvent être aussi une alternative vertueuse à la voiture, sachant qu'ils peuvent répondre à en tout cas un nombre significatif de besoins pour la mobilité du quotidien. Dans la variante qu'on a ici, c'est 25% des voyageurs kilomètres de la mobilité du quotidien qui sont captés en partie sur l'automobile et puis en partie sur ce qui avait été reporté sur les cycles. Sachant que là, ça pourrait générer un marché potentiel qu'on estime autour de 1 million de véhicules par an. Et sachant que ces véhicules sont plus légers et avec des batteries relativement petites, c'est des véhicules qui ont une empreinte carbone relativement faible. Par contre, le sujet, et c'est là qu'il y a la question de certaines conditions, c'est le potentiel effet rebond qui pourrait être permis par ce type de véhicule. Et on revient sur la question de bien coordonner l'ensemble des politiques publiques et des conditions de marché pour l'usage d'un tel véhicule, de manière à ne pas être face à autre levier d'activité dans le cadre de cette transformation, c'est tout ce qui peut être activité autour de la recharge. Dans la vision 2050 qu'on a manipulée, on est autour de 20 millions de véhicules électriques dans le parc à cet horizon-là. Et comparé aux infrastructures actuellement disponibles, c'est ce qu'on voit dans le graphe bar à droite, on a un besoin, on va dire, significatif. C'est un euphémisme de développement des infrastructures de recharge. Donc, ça peut être aussi là un vecteur d'activité économique, que ce soit pour la production ou la maintenance et l'installation de ces bornes de recharge. Et dernier point, c'est au-delà des activités productives, c'est toutes les activités de service qui permettent de catalyser ces transformations et qui peuvent être aussi des opportunités pour l'amont ou l'aval de la filière automobile pour développer des nouvelles activités économiques, capter de la valeur et créer des emplois. Ça peut être tout ce qui va permettre d'accéder à des meilleurs choix modaux ou de la multimodalité sans couture. Ça peut passer par, certes, du digital, plateforme, etc., mais aussi par des questions d'infrastructure. Si on pense à de la multimodalité ou de l'intermodalité, il y a des enjeux d'infra aussi qui sont derrière. Il y a toute la question du développement du covoiturage, en particulier pour les mobilités du quotidien, où il y a encore beaucoup de chemin à faire. Le développement de la location courte durée ou de l'autopartage, en particulier dans les cas de la mobilité longue distance. Côté mobilité longue distance, il y a des bascules importantes vers le rail ou des transports en commun pour cette mobilité longue distance. Par contre, arrivé à destination, il y a toujours un besoin de mobilité automobile qui peut développer ce marché. Et puis, il y a des questions aussi qui touchent le rapport à la vitesse autour de la valorisation du temps de trajet et de ce qui peut être proposé sur ce temps-là. Et on a un travail complémentaire à mener et dans le dialogue aussi avec les acteurs du secteur pour estimer le potentiel d'emploi et d'activité associé à ce développement des services. Concernant les mesures, on est encore sur une phase de démarrage. On a encore des choses à développer, mais deux illustrations de mesures qui pourraient permettre de booster le développement de ces services et tout en accélérant la décarbonation. La première concerne l'incitation au développement massif du covoiturage, en particulier pour la mobilité du quotidien. Une idée pourrait être de réfléchir à une manière d'intéresser les constructeurs à la baisse de la mobilité du parc par le covoiturage en créant une contrepartie par rapport à leurs objectifs CAFE, c'est-à-dire en créant une péréquation entre baisse des gigavéhicules kilomètres et une réduction, enfin une légère décélérisation de leurs objectifs CAFE. Ça serait une manière de flécher du capital et de l'énergie vers ces leviers-là. Un deuxième point concerne la question de l'intermodalité. Il peut y avoir des questions de facilitation autour de l'exploitation des infrastructures de l'écosystème automobile, notamment tout le réseau après-vente, pour que ces infrastructures qui maillent le territoire puissent être aussi des points d'appui pour le développement de l'intermodalité. En synthèse, il y a un peu en format avant-après du secteur industrie automobile. On retrouve ici la baisse de la mobilité du parc et donc du marché avec des véhicules plus légers, plus aérodynamiques, moins consommants. Une sortie des énergies fossiles avec essentiellement de l'électricité et potentiellement des carburants liquides ou gazeux décarbonés.
une diversification des activités productives au travers des nouveaux moyens de mobilité, d'un développement industriel en France et de l'économie circulaire. Et puis, une transformation des activités aval et des services avec, d'un côté, je dirais, il y a une partie de l'impact de la mobilité du parc et de l'électrification qui va impacter fortement l'activité de ce secteur, mais des opportunités aussi pour catalyser le développement des services autour de la mobilité. Et après, la grosse question, c'est le solde, je dirais, des pertes et des gains emploi qui, pour spoiler ce que Laurent va vous présenter dans quelques secondes, on a essayé d'évaluer dans le cadre du PTE. Merci pour le spoil. Il nous reste quelques slides où on va vous projeter les résultats intermédiaires qu'on a obtenus sur les différents items. Ici, par exemple, vous avez le cascading qui présente la contribution des leviers aux émissions à la fabrication des véhicules neufs en France. Donc, c'est le total des émissions de fabrication. Hein. Donc, on retrouve les 13 millions de tonnes pour les VP là, sur la gauche et l'ensemble des contributions des leviers qu'on a vus dans cette présentation, c'est-à-dire la baisse de la taille du marché pour 30 à 40%, la baisse de la masse moyenne des véhicules de l'ordre de 10%, la pénalité, entre guillemets, de l'électrification pour les VP de 70 à 100% du parc, compensée partiellement par une localisation de la fabrication des batteries en France. Et puis, on a pris une hypothèse d'amélioration des process de fabrication de l'ordre de 10% sur la période ici. Donc ça, c'était pour les VP. Pour les VU, le cascading et les leviers sont les mêmes. Et on arrive à un solde. Au final, on a baissé de 35% avec ces leviers-là le total des émissions de fabrication des VP. Il nous reste un solde au global de un peu plus de 11 millions de tonnes de CO2 sur la fabrication des voitures qu'il faudra qu'on traite à la fois avec le secteur énergie et le secteur industriel. Sur les émissions à l'usage, le bilan auquel on arrive est sensiblement différent parce qu'on a réussi dans ce scénario comme dans d'autres à décarboner complètement l'usage, hors la production des vecteurs d'énergie initiaux, mais en baissant le parc, en baissant la masse moyenne, enfin, en faisant des véhicules sobres et en électrifiant massivement, on arrive à un usage du réservoir à la roue qui présente un bilan égal à 0 à la fin, en 2050, après transformation. Si on rassemble ces deux derniers graphiques sur un seul et qu'on se rappelle celui qu'on a vu tout en haut, ici, rappelez-vous, on arrive au bilan restant résiduel de 11,5 tonnes millions de tonnes de fabrication. Et on voit le ratio dont on vous avait parlé tout à l'heure, de 5 à 6 entre l'usage et la fabrication, qui s'est complètement inversé, voire plus. Et c'est la fabrication des véhicules qui devient la seule source d'émissions à cet horizon-là. Dernier slide sur les résultats intermédiaires. On a essayé de projeter ici l'ensemble des leviers qu'on a évoqués dans ce plan de transformation avec les impacts sur les emplois. En clair, en couleur claire, c'est les emplois dans la partie aval de la filière et en foncé, les emplois industriels directs et amont. Donc, la mobilité du parc et l'électrification ont, on l'a vu, des effets négatifs sur l'emploi, assez fortement. Mais on considère qu'il y a un certain nombre d'activités potentielles nouvelles ou complémentaires qui peuvent permettre de retrouver un niveau d'emploi dans la filière automobile au sens large, qui soit d'un niveau à peu près équivalent à ce qu'il est aujourd'hui, voire plus. La relocalisation d'une partie de l'assemblage des véhicules en France, la localisation des batteries. On a noté un potentiel extrêmement important sur l'industrie au sens large du vélo, industrie directe plus réparation maintenance. Il y a deux sujets qui nous restent à toiser un peu spécifiquement, c'est la partie recyclage, économie circulaire, et la partie service de mobilité qu'il faut qu'on consolide. Mais ce qu'on voit en ordre de grandeur, c'est que le niveau d'emploi en 2050 dans un scénario comme celui-là
et du même ordre de grandeur que le contenu en emploi aujourd'hui de la filière, voire plus. Et on va terminer là-dessus. Après ces bilans intermédiaires, je repasserai la parole à Jacques pour finir. Ouais. Donc, avant de passer à un petit temps de questions-réponses, j'espère qu'on n'a pas été trop long, qu'on aura quelques minutes pour échanger. Un mot donc, sur la prochaine étape et vers le rapport final. Donc, cette étape, elle va se concentrer autour du dialogue sur les propositions de mesures qu'on vise à proposer donc, pour être adoptées sur le prochain quinquennat. Donc, comme on disait, l'objectif, c'est de consolider ces mesures, d'en évaluer les impacts directs et indirects, d'évaluer les risques aussi, pour s'assurer au maximum de la faisabilité de celle-ci. Et en réponse à deux questions, et c'est à avoir en tête aussi pour ceux qui vont participer aux ateliers collaboratifs tout à l'heure, c'est faire moins 5% par an ou l'équivalent de moins 5% par an sur la décennie 2020-2030. Donc, comme le disait Laurent, c'est à partir d'hier. Et d'autre part, commencer à engager les transformations structurelles qui vont permettre d'atteindre la cible 2050. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Jacques et Laurent, pour cette présentation très éclairante. Alors, effectivement, on a plusieurs questions qui ont émergé du côté du public et on a été jusqu'à 320 entre Facebook et Zoom à suivre scrupuleusement votre présentation. Il y a eu quelques questions sur déjà l'effet rebond et peut-être qu'on peut faire le lien aussi avec la question du rétrofit. Est-ce qu'il est préférable de renouveler le parc automobile avec des véhicules sobres ou de conserver les véhicules existants en limitant leur usage, voire en faisant appel au rétrofit? Et est-ce que le renouvellement du parc ne risque pas justement d'entraîner une augmentation globale? Je vais commencer peut-être sur le rétrofit. Je pense que la question entre le renouvellement du parc ou conserver le véhicule existant et limiter l'usage, je dirais qu'il faut faire plutôt du « et » en même temps. C'est renouveler le parc avec des véhicules sobres. L'idée, ce n'est pas d'accélérer l'obsolescence quelque part des véhicules du parc, mais c'est de s'assurer que les nouveaux véhicules qu'on met à la route, ce sont les véhicules les plus sobres possibles. Et en parallèle de ça, il faut travailler sur la question de l'usage pour le rationaliser ou l'adapter à ce qui est nécessaire. Ça pose par des questions, alors certes, de gestion de l'effet rebond, mais aussi les gens, par exemple, n'utilisent pas toujours leur voiture juste pour le plaisir. Et donc, ça pose aussi des questions plus larges, comme on l'évoquait, de questions d'urbanisme, d'aménagement du territoire, de logement, etc. Peut-être sur le reconditionnement. Oui, sur le rétrofit, alors on en a dit juste un mot. On n'est pas allé très loin sur le sujet, parce qu'il y a une étude de l'ADEME qui est assez complète, qui est parue récemment, et d'autre part, ça ne sera de toute façon qu'une activité transitoire dans la période entre aujourd'hui et 2050. D'ici 2050, tout sera électrifié, donc le rétrofit aura soit fait son œuvre, soit ne sera obsolète, mais dans notre projection 2050, ça n'apparaît effectivement pas, même si temporairement, transitoirement, ça peut être une solution intéressante pour des véhicules qui ont une forte valeur hors motorisation. Vu le coût de la transformation, ce sera de toute façon une opération dont il faudra mesurer le coût plutôt financier. D'un point de vue matière, c'est évident que ce sera positif de toute façon. Merci. Alors, autre question qui concerne, il y a eu plusieurs questions concernant les véhicules autonomes dont on n'a pas parlé et qui pourtant concernent beaucoup de travaux de R&D menés actuellement par les constructeurs. Pourquoi ne pas en avoir parlé? Pourquoi ne pas forcément l'avoir intégré dans vos études? Excellente question. Oui, on n'a pas évoqué le sujet parce que ce qu'on dit aujourd'hui là-dessus, ou ce qu'on va dire plutôt dans le rapport final, mais aussi en fonction des contributions que vous pourrez apporter sur le sujet du reste, c'est que le véhicule autonome, il faut le regarder dans sa globalité, y compris ses impacts environnementaux qui ne sont pas aujourd'hui complètement évalués. Il se pose deux types de questions, à mon avis, là-dessus. C'est les usages qu'on veut en faire. Est-ce qu'on veut en faire un usage
de transport à la demande, de transport collectif sur des zones où on peut difficilement faire autrement, ou est-ce qu'on remplace, pour la faire courte, toutes les voitures individuelles par autant de voitures autonomes individuelles. Donc cette question, elle est à peu près tranchée, plutôt en faveur de la première solution, mais ce qui manque quand même, c'est l'évaluation globale des impacts environnementaux de cette affaire. Merci. Et alors peut-être une dernière question avant de passer la parole à Juliette et à nos intervenantes et intervenants pour la table ronde. Quid de la question de la production des batteries en France? Est-ce qu'on a suffisamment de ressources, notamment de terres rares, pour relocaliser la production de batteries, ou est-ce qu'aujourd'hui ça reste hors de portée? Dans la relocalisation de la production de batteries, à ce stade, en tout cas, les projets dont on a connaissance n'intègrent pas la partie extraction matières premières sur le sol français ou européen, mais visent à rapatrier sur le sol européen la fabrication des cellules et l'assemblage des batteries, et peut-être aussi l'activation des matières premières. Mais par contre, la partie, je dirais, mine et première étape de raffinage n'est pas concernée. Sachant que je pense qu'il y a des ressources en Europe, le problème sera plutôt de l'acceptation, je dirais, sociétale et pour accepter d'avoir une mine se développer pas loin de chez nous. Not in my backyard, comme on dit en bon anglais avec un accent français. Merci beaucoup pour ces réponses. Alors malheureusement, on n'aura pas le temps de traiter l'ensemble des questions posées, mais comme le disait Jacques tout à l'heure, vous pouvez continuer à échanger avec l'équipe du groupe de travail en envoyant un email à industrie-automobile@theshiftproject.org. J'ai maintenant le plaisir de passer la parole à Juliette Noël pour la deuxième partie de ce webinaire. Donc Juliette Noël qui est journaliste et qui va introduire et animer la table ronde que nous allons maintenant vous proposer pour justement permettre à différents intervenants de réagir aux propositions du rapport et de partager leur vision de l'évolution du secteur. Juliette, c'est à toi. Merci beaucoup Emma et merci pour cette belle présentation. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette table ronde qui est intitulée « Quel avenir pour la route ?», où nous allons pouvoir mettre en perspective quelques-unes des idées fortes développées par le travail qui vient de nous être présenté. Et pour ça, j'ai le plaisir de vous présenter les intervenants et intervenantes de cette discussion. Donc Damien Adam, député La République En Marche de Seine-Maritime, Bénédicte Barbry, directrice développement durable et affaires publiques de Mobivia, qui est un groupe spécialisé dans la réparation automobile rapide, l'entretien et l'équipement automobile, Marie Chéron, responsable mobilité au sein de la Fondation Nicolas Hulot, et Bernard Julien, économiste spécialiste de l'industrie automobile. Bonjour à toutes et tous. Donc, nous allons entamer cette discussion par une séquence que nous avons appelée « Dépasser l'illusion de l'électrification ». Ce que montre en effet le document de travail du PTEF sur l'automobile, c'est que l'électrification du parc et la technologie plus globalement ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la transition du secteur. La réduction de la masse, la réduction de la surface frontale et l'amélioration de l'aérodynamisme sont des leviers tout aussi importants mais moins connus et peu traités, alors qu'ils permettraient de réduire la taille des batteries et la puissance des moteurs thermiques. Donc, je vais poser cette première question à Marie Chéron, peut-être. On a pourtant l'impression qu'il y a une focalisation quasi exclusive sur la voie d'électrification. Quel est votre éclairage, Marie, et quels sont les dangers de cette focalisation aujourd'hui? Oui, bonjour à tous. Alors, effectivement, vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais. Alors, effectivement, il y a une focalisation sur la solution électrique et la conversion, on va dire, simple. C'est quelque chose qu'à la Fondation Nicolas Hulot, sur lequel on alerte depuis pas mal de temps. Donc, on avait déjà démontré ce phénomène en 2017
en montrant bien que oui, si on a des véhicules électriques qui nous permettent de diviser par 2 ou par 3 les émissions de GES, cette division par 2 ou 3, elle n'est absolument pas suffisante pour aller vers une décarbonation totale, et qu'on a effectivement besoin de changer, d'aller chercher d'autres leviers techniques, mais également d'aller changer les usages, et que notamment ce changement d'usage, il est d'autant plus important avec les véhicules électriques que la majorité de l'impact, 75% étant à la fabrication du véhicule, on a besoin d'optimiser cet impact qui est de toute façon fort au début. Donc c'est ce qu'on avait déjà dans l'étude de l'ADEME démontré en 2011. Donc il y a vraiment besoin d'optimiser l'usage, d'aller vers un usage plus intensif et de baisser la part modale de la voiture. Enfin, ça, pour nous, il n'y a pas de mystère là-dessus. Merci Marie. Bernard Julien, aussi peut-être votre éclairage sur ce point. Vous parlez même d'une foi quasi exclusive en l'électrification. Quels sont les dangers à votre avis? Oui, alors avant d'évoquer les dangers, peut-être quand même quelques mots pour dire que on peut comprendre aussi hein, que l'électrification fasse l'objet de cette attention extrêmement soutenue, hein, parce que quand je réfléchis à ce qu'a été l'histoire de l'automobile depuis un peu plus de 100 ans, ben, en fait, hein, on a affaire avec l'électrification à la première mutation majeure, quoi, hein. C'est-à-dire que l'automobile, elle a subi, je dirais, une première révolution qui a été celle de la massification. C'est Henry Ford et c'est 1908, si vous voulez, hein. Et depuis, on a ben, des machins qui sont plutôt achetés par les ménages, qui sont mus par un moteur à explosion, avec un réseau de distribution de pétrole, etc. Hein. Et donc, la mutation qu'il s'agit d'opérer pour l'industrie, pour les services de l'automobile hein, et pour l'ensemble de la filière, finalement, hein, est une mutation de très grande ampleur. Hein. Et par conséquent, je peux comprendre que quand on est politique et quand on est chargé de ces dossiers-là, on soit d'abord intéressé par cette électrification. En même temps, puisque je suis très âgé, vous le voyez, hein, depuis 10-12 ans qu'on s'intéresse à cette question-là, on a, pour beaucoup d'entre nous, en tête ce qu'on disait en 2009 ou 2010. Hein. À ce moment-là, on a dit ben, l'électrification, ça impliquera, comme le disait Marie Chéron, une mutation des usages, ça impliquera probablement des véhicules qui seront davantage partagés, ça impliquera finalement que l'on noue autour de l'automobile de nouveaux deals, d'une certaine manière. Hein, et que l'objet soit repensé, ses usages le soient aussi, hein, et finalement, bah, qu'on on saisisse, disons, l'occasion de l'électrification pour réexaminer la question automobile et la question des mobilités. Il me semble qu'effectivement, hein, ce qui est en train de se passer depuis que Volkswagen a viré sa cutie, si je puis dire, hein, depuis 2015, bah, c'est qu'on est technophile hein, et toute la révision de ce que doit être l'automobile et sa place est un peu présente dans la LOM quand même, hein, mais pour l'essentiel, ben, on est en train au niveau de la PFA, on est en train au niveau de la puissance publique de penser une espèce de substitution de l'électrique au thermique sans que les autres paramètres de l'équation ne fassent l'objet d'un vrai réexamen. Hein. Et ça, évidemment, ben, ça veut dire qu'on est en train de faire des SUV électriques, hein, c'est-à-dire des machins qui SUV, oui. Ouais, hein, des machins qui vont faire 2 tonnes, évidemment, ce n'est pas la manière la plus maligne. Hein. Évidemment, bah, toute la question de la congestion urbaine, hein, qui était une question qui était posée, bah, on ne va pas la résoudre si on multiplie, si on a autant de voitures électriques qu'on a de voitures thermiques. Hein. Et puis, de loin en loin, si vous voulez, les questions de partage modal, etc., ne sont pas posées davantage. Et effectivement, hein, et je pense que c'est présent dans le travail de Shift, hein, la question des effets rebonds est une question qu'on ne peut pas ne pas se poser. Parce que si demain, ça ne coûte rien d'utiliser un véhicule, eh bien, on va éventuellement l'utiliser davantage. Hein. On a su poser cette question-là par rapport à l'autonome. On se dit, bah, si ce n'est pas problématique, si on perd plus de temps en bagnole, bah, il n'y a pas de raison de ne pas aller très loin. Et on a identifié des effets rebonds potentiels. Okay. Sur l'électrique, comme on veut absolument y aller, on dit, bah, s'il y a des effets rebonds, bah, on verra plus tard, quoi. On verra plus tard. Donc, Damien Adam, bonjour. Est-ce que, donc vous êtes, je le répète, député LAREM de la Seine-Maritime, quelle est votre réaction sur ce point précis, sur la fuite en avant de l'électrique sans forcément penser, comme l'ont souligné Marie et Bernard, aux effets rebonds?
Alors, bonjour à toutes et tous, et merci déjà pour cette présentation et cette table ronde. Alors là-dessus, si vous me permettez, il se passe beaucoup de choses, parce qu'effectivement, quand on parle de la transformation du secteur automobile, il ne faut jamais oublier l'avant, l'après et l'à côté. L'avant, c'est tout ce qui concerne la fabrication, l'après, c'est tout ce qui concerne l'économie circulaire, le recyclage, la réutilisation, et l'à côté, c'est évidemment de faire en sorte qu'on utilise un peu moins son véhicule personnel, l'autosolisme, au profit de la marche, des transports en commun, du vélo ou des transports publics. Et effectivement, mais peut-être que j'aurais tendance à penser que c'est peut-être une vision très américaine qu'on a du sujet des mobilités, où aux États-Unis, ils ont une vision très orientée du véhicule individuel et l'impression qu'il suffirait de transformer le véhicule individuel en véhicule électrique pour régler 100% du problème. Alors que nous, en Europe, on a développé depuis bien plus longtemps qu'eux des alternatives aux véhicules individuels qui soient vraiment efficaces et utilisées massivement. Et effectivement, M. Julien le disait très bien, le secteur automobile est un secteur où on était dans une complète liberté. Et aujourd'hui, cette liberté doit être contrôlée pour s'adapter aux engagements de transition écologique et faire en sorte que nous puissions respecter la liberté de chacun de se mouvoir et d'aller là où il veut, mais en même temps en respectant les limitations des ressources de la planète et faire en sorte que nous puissions mener à bien cette transition écologique. Se rajoute à ça, de mon point de vue de parlementaire, si vous me permettez, une problématique de décentralisation de certaines responsabilités, notamment en ce qui concerne les mobilités. L'État gère certains aspects, mais si on parle de développer le vélo, c'est évidemment pas l'État qui peut être en premier lieu pour définir quel sera le maillage territorial des pistes cyclables ou de savoir quelles sont les aides les plus pertinentes dans certains territoires. Pareil pour les transports en commun ou les transports collectifs comme le transport ferroviaire. Ce n'est pas forcément au niveau de l'État, au niveau central, que nous pouvons avoir les meilleures manières d'adapter le sujet, et c'est plutôt dans chaque territoire que ça doit être fait au niveau des métropoles, des communautés de communes et des régions. Et ça, c'est une problématique sur laquelle on s'est confronté, notamment dans la LOM, dans la loi d'orientation des mobilités, où on a justement nommé les régions chefs de file des mobilités pour faire en sorte qu'elles puissent agir, notamment sur ce levier de développer des alternatives aux véhicules individuels. Très bien, merci beaucoup. En fait, la question, c'est vraiment, est-ce que le gouvernement, est-ce que les différents ministères qui traitent de ce sujet ne font pas passer l'idée que tout va être résolu via l'électrification? C'est un peu ça aussi qu'il y a derrière et que je vous demandais. Alors justement, je vous dis, on essaye de développer le vélo, on essaye de développer les alternatives aux véhicules, en plus de tout ce qu'on est en train de faire pour transformer le secteur automobile. Donc ça fait partie des chantiers qui sont évidemment lancés, mais qui doivent se faire en collaboration avec les collectivités locales qui ont beaucoup plus de capacités, qui ont vraiment la compétence sur certains sujets de le faire. Donc, mais effectivement, on n'est pas du tout dans une vision uniquement de transformer la voiture pour qu'elle soit demain neutre en carbone, mais également d'agir sur tous les autres leviers qui permettent globalement de réduire l'usage de la voiture, parce qu'effectivement, il n'y aura pas de transition et de neutralité carbone si on ne passe pas de 100% des usages automobiles et qu'on a 50% d'ici une vingtaine d'années. Donc effectivement, il y a une transformation globale des comportements des citoyens quant à l'usage des mobilités qui est important et sur lesquels on est pleinement mobilisé, mais qui prennent du temps, parce qu'effectivement, pour pouvoir convaincre les personnes de faire des trajets de moins d'1 kilomètre à vélo ou à pied, il faut développer à la fois les infrastructures sécurisées pour qu'ils se sentent à l'aise, à la fois l'offre de vélos pour qu'ils puissent sentir que c'est facile pour eux, et le stockage aussi à l'arrivée et au départ, avec la sécurité évidemment, pour ne pas se faire voler son vélo. Donc il y a plein de choses à travailler de pair pour faire en sorte que ce soit une alternative crédible, utilisable, pertinente et aussi sexy et qui génère un peu de satisfaction. Ok, merci beaucoup Damien Adam. Alors les transformations portées par la vision 2050 du PTEF impactent l'industrie automobile, mais aussi tout l'aval du secteur. Comment faire face à ces transformations et quels sont les défis principaux pour ce secteur, Bénédicte Barbry? Oui, Bonjour. bonjour à toutes et à tous. Alors, en effet, c'est vrai que l'aval, souvent quand on parle d'automobile, on parle beaucoup de l'industrie, mais peut-être pas suffisamment de l'aval. Et c'est vrai que l'aval, ça a été indiqué, hein, l'aval, c'est plus de la moitié des emplois de cette grande filière. Donc, c'est plus de 400 000 emplois. Donc, il y a un rôle très important. C'est économiquement extrêmement important. Et donc, toutes ces mutations, évidemment, elles vont avoir des défis colossaux, des enjeux colossaux sur l'ensemble de nos métiers. Alors, nous, on en a identifié vraiment il y a deux grandes catégories de défis. La première sont des défis de transformation des métiers. Ça a été indiqué.
Et on l'imagine bien, intervenir, alors quand on est un acteur de l'entretien automobile, par exemple, parce que dans Laval, il faut savoir que Laval, il y a 21 métiers. Hein, donc, c'est vrai qu'entre la distribution, entre la réparation, entre les services, il y a une diversité de métiers. Mais si je prends un exemple que je connais bien, qui est celui de la réparation et de l'entretien automobile, entretenir un véhicule électrique, c'est évidemment très différent d'entretenir un véhicule thermique. Ce n'est pas les mêmes métiers, ce n'est pas les mêmes compétences. Donc, ça veut dire qu'il y a des enjeux, on va dire, humains, de compétences, d'aller chercher les talents, des enjeux de conversion des équipes qu'on a aujourd'hui dans nos entreprises. Il y a des enjeux de recrutement, parce qu'il faut savoir que cette filière, aujourd'hui, Aval, c'est une filière qui a perdu de son attractivité au niveau du recrutement, qui a une image un peu vieillissante. C'est parfois plutôt perçu comme des métiers du passé, alors même qu'on a un véritable rôle majeur à jouer dans l'avenir, et notamment quand il va s'agir d'accompagner tous ces nouveaux véhicules qui vont arriver sur le marché. Donc, c'est vraiment des enjeux de transformation de nos entreprises, à la fois sur le plan humain et sur le plan des investissements aussi, parce que quand on parle de l'équipement des bandes de recharge, qui va être un élément fondamental dans le maillage territorial pour développer l'attractivité du véhicule électrique, ça demande des investissements. Et c'est évidemment naturel que tous les professionnels de la filière aval soient équipés, mais ça demande des investissements. Et vous imaginez bien qu'au lendemain d'une période comme celle qu'on vient de vivre avec la pandémie, ce sont des entreprises qui ne sont pas toutes en grande santé. Et donc, il y a vraiment un besoin d'accompagnement de ces acteurs pour faire face à cette transformation de ces métiers et de ces entreprises. Le deuxième défi, je le distingue parce que c'est un peu différent. Ça a été cité par rapport on voit par rapport à la taille du parc dans les projections, qui est un parc qui va aller en diminuant. On a une certaine démobilité. Et donc, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, on le voit bien, c'est un marché qui va se réduire. Donc, au-delà de la transformation des métiers, on va avoir finalement un périmètre de référence qui va se réduire. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre option pour les acteurs de cette filière que d'inventer les métiers de demain. Et là, moi, j'estime, et nous, on estime qu'on a vraiment un rôle majeur à jouer. Tout à l'heure, je pense que c'est Laurent Perron qui indiquait que vraiment, ces entreprises, elles devaient passer d'un mode on est du côté du problème à un mode on est du côté de la solution. Et c'est vraiment aujourd'hui, nous, en tout cas, c'est notre fer de lance, c'est de se dire qu'on a un rôle majeur à jouer pour contribuer à inventer les solutions de demain pour une mobilité qui soit décarbonée. Et donc, par ces métiers de service qui ont un ancrage territorial, donc ça, c'est une dimension très importante, cette dimension servicielle qui fait qu'on est aussi dans l'économie circulaire, on est dans la prolongation de la vie des véhicules, on est dans le service. Et donc, avec les milliers de professionnels qui sont sur le terrain, aujourd'hui, il y a vraiment des métiers à inventer. Et je voyais tout à l'heure dans les questions ou dans les remarques, il y a quelqu'un qui indiquait, on voit que quand on regarde le volume d'emploi en 2000 aujourd'hui et le volume d'emploi en 2050, on voit globalement qu'on est à ISO sur la filière. Et il me semble que sur la filière aval, on faisait même apparaître qu'il y avait presque un accroissement, un léger accroissement d'emploi. En fait, ça ne sera valable que si on a cette capacité non seulement à nous transformer, mais à faire évoluer nos métiers et à inventer des métiers complètement différents. Donc oui, ce ne seront pas les mêmes métiers. Et donc, ça veut dire que dans les 20 ans, les 25 ans qui viennent, il y a vraiment des défis de transformation et d'accompagnement des entreprises qui sont absolument majeurs. Merci Bénédicte. Donc Marie, vous avez travaillé sur ce point précis à la Fondation Nicolas Hulot? Alors, un petit peu moins que sur l'industrie, mais juste, je pense que Bénédicte a déjà dit beaucoup de choses. Simplement appuyer ce que Bénédicte disait sur l'enjeu de transformation des métiers. Je crois qu'on a besoin d'anticiper. Et une des grandes une des différences, il faut bien qu'on voit la différence entre les services et puis l'industrie. Les services, ils vont se transformer, mais de manière beaucoup plus lente qu'aujourd'hui, ce qu'on peut observer dans le secteur de l'industrie. Donc, c'est un atout. Ça veut dire qu'on a encore la capacité d'anticiper et d'accompagner justement toutes ces transformations. Et c'est aussi grâce à cette transformation des services qu'on pourra plus facilement décarboner. Donc, c'est vraiment important de comprendre ce rôle que les services vont pouvoir jouer. Parce que je pense que la baisse du parc, elle contribuera de toute façon à la décarbonation et on en a besoin. Merci. Un mot, Bernard Julien, sur ce point, peut-être?
On ne vous entend pas. Toujours pas. Oui, pardon, j'avais coupé mon micro. Oui, alors s'agissant des services, effectivement, moi je crois que il y a une relative lenteur dans l'évolution qui est liée à l'inertie du parc. Donc, vous savez sans doute que le parc aujourd'hui, il a pratiquement 11 ans d'âge moyen. On a un parc de 40 millions de voitures particulières qui a 11 ans d'âge moyen. Et par conséquent, même si d'ici à 2035, on immatriculait 70% de véhicules électriques à batterie, on aurait un parc qui, en 2035-36, resterait composé à 70% de véhicules thermiques. Alors, donc ça donne un peu de temps au métier de Mobivia et de l'entretien réparation automobile pour voir les choses bouger, et pour s'acclimater. Après, effectivement, moi, je suis moins certain que ce qui va se passer correspondra à une démobilité. Pourquoi ? Parce que quand je regarde les choses sur les 30 dernières années, je m'aperçois que l'automobile a été de moins en moins cher pour les ménages, contrairement à ce qu'on dit souvent. Parce qu'on est parvenu précisément à les faire vieillir davantage. Et que du coup, on a dépensé beaucoup moins d'argent pour acquérir des véhicules et on a réussi, malgré tout, comme cela, à avoir de plus nombreux véhicules qui roulaient pareil qu'avant, et qui ne coûtaient pas plus cher. Et de fait, les ménages, ils ont fait croître leur parc de pratiquement 50% en 30 ans et ils n'ont pas dépensé plus pour l'automobile. Et l'électrification, c'est une opportunité d'en remettre une couche dans ce sens-là, si je puis dire. Pourquoi ? Parce que, évidemment, les voitures vont très bien vieillir. On va pouvoir les garder 40 ans et non plus 25, comme c'est le cas pour les véhicules thermiques. Elles auront beaucoup moins besoin d'être entretenues et par conséquent, on pourra en avoir 3, 4 par ménage. Si vous voulez. Donc, on pourra aller habiter encore plus loin. Et donc, si vous voulez, sans des politiques un petit peu volontaristes qui fassent changer les choses, on va avoir une explosion de la périurbanisation. Alors, merci. Aujourd'hui, le périurbain lointain se développe beaucoup plus vite que le périurbain proche. Bernard Julien, donc même si on sort un petit peu du temps, là, je fais réagir Damien Adam à ça. Oui, sur le fait qu'on va multiplier le nombre de véhicules par foyer. Oui, et puis ce que vient de dire Bernard Julien, des politiques un peu volontaristes, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Ce qu'on voit bien, c'est qu'on n'a pas le choix de toute façon que de faire en sorte de respecter nos engagements de transition écologique. Et donc, c'est ça qui doit gouverner sur les mobilités, notre agenda politique. Et donc, je ne suis pas sûr que multiplier le nombre de véhicules, ce soit la réponse à cette transition. Non, justement. Et donc, est-ce que… Et sachant que je ne suis pas… Enfin, il faudrait regarder les chiffres que vous mettez en avant pour indiquer que ça a coûté moins cher un véhicule dans le temps, puisqu'on voit bien que, par exemple, sur les véhicules électriques, effectivement, moi, je suis propriétaire d'une Renault Zoé, par exemple. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, je peux me charger gratuitement auprès d'une borne de recharge publique sur le territoire de la métropole. Et j'ai fait déjà 6000 km depuis 6 mois avec mon véhicule et j'ai acheté moins de 100 € d'électricité pour recharger mon véhicule. Donc ça, il y a un problème de business model à ce stade sur le vrai coût d'usage d'un véhicule électrique. Et on sait pertinemment que le coût d'acquisition des véhicules électriques a plutôt vocation à devoir baisser ces prochaines années parce que les batteries vont être mieux construites, plus efficaces, et donc on va pouvoir améliorer cet aspect-là d'acquisition et atteindre les mêmes prix que les véhicules thermiques. Malgré tout, on sait qu'un véhicule personnel, ça a des coûts fixes avant ensuite d'avoir des coûts variables en fonction de l'utilisation, et que les coûts fixes ont quand même plutôt tendance à augmenter, et que je ne suis pas sûr que multiplier le nombre de véhicules soit la bonne réponse, d'autant plus qu'on voit bien qu'en tout cas dans les milieux urbains, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de se déplacer en véhicule personnel parce qu'on réduit le nombre de stationnements, parce qu'on développe les transports en commun et qu'on a beau faire ce qu'on veut, l'espace public, il n'est pas extensible à l'infini et qu'il faut faire des choix entre tout automobile ou un mix entre les transports en commun, les piétons, la nature en ville, les vélos et également l'automobile. Et que dans beaucoup de territoires, ça crée des conflits d'usage qui, de toute façon, réduisent de fait l'usage des véhicules. Ouais, et donc, la question que pose Bernard Julien, c'est l'éventualité de politiques publiques volontaristes. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin, j'imagine un peu contraignante, Bernard Julien. Oui, enfin, moi, ce que je constate, si vous voulez, avant toute chose, c'est que la manière dont les Français occupent leur territoire conduit à des besoins de mobilité croissants. C'est mon point. Si vous voulez. Quand on dit la France s'urbanise, en fait, on oublie de dire que le mode d'urbanisation, ça ne consiste pas à densifier, c'est l'inverse qui est vrai. Et pour ces raisons-là, on a effectivement un besoin de mobilité qui va croissant et que seule l'automobile a pour l'instant été à même de couvrir.
hein, d'où la dynamique du parc. Et cette dynamique du parc, elle a été facilitée par le fait que, là je pourrais vous donner tous les chiffres que vous souhaitez, hein, ce sont les chiffres de l'INSEE, hein, si je mesure le coût d'utilisation d'un véhicule en euros constants, j'ai une baisse sur 30 ans de 40 points. Et évidemment, ceci explique cela, si vous voulez, d'une certaine manière. Hein, et donc tout ce que je dis, c'est si l'électrique s'inscrit dans cette équation-là, alors on va avoir poursuite de l'étalement urbain, qui sera une stratégie rationnelle pour les ménages pour occuper l'espace, hein, et du coup, hein, sans qu'il y ait forcément d'émissions de carbone plus élevées, on aura un parc qui va continuer et de se développer et de vieillir et de coûter moins cher aux ménages. Hein, d'où l'idée que, alors c'est pas ce que je souhaite évidemment. Hein, oui, ok, merci beaucoup. C'est ce sur alors, quoi il faut développer des alors, politiques. Damien, Adam, je vous laisse répondre et après on va passer à la deuxième séquence. C'est effectivement très intéressant, mais l'étalement urbain, c'est un sujet qui était très présent dans le passé, qui est encore présent aujourd'hui, mais qui a vocation à se réduire massivement, puisque vous savez qu'on est dans un objectif de zéro artificialisation nette d'ici quelques dizaines d'années, où on doit justement arrêter, parce que aujourd'hui, quand on consomme 100 hectares en France, il y en a 80-90% qui sont uniquement pour la création de logements, de lotissements ou de nouveaux quartiers. Et effectivement, aujourd'hui, on a le réflexe, quand on crée un nouveau quartier ou un lotissement, de faire des routes, mais pas forcément de réfléchir tout de suite au transport en commun qu'on peut faire venir ou au réseau de pistes cyclables qu'il peut y avoir. Et c'est de logique que demain, on devra avoir, parce qu'effectivement, il faut offrir des alternatives à la voiture individuelle, parce que si on construit des nouveaux quartiers et on ne réfléchit pas à comment tout ça doit se matérialiser de manière claire en mobilité, ça pose des sujets. Mais je voudrais quand même vous indiquer le fait que quand on crée des nouveaux quartiers, notamment en milieu urbain, aujourd'hui, il y a des obligations et on réduit généralement le nombre de stationnements dans les immeubles qu'on crée aujourd'hui dans les plans locaux d'urbanisme. On réduit tout ça, on essaye d'augmenter la part pour des vélos, justement pour inciter / contraindre l'usage du véhicule individuel, en estimant que c'est un modèle qui n'est plus pertinent aujourd'hui. Et je ne vous fais pas le film sur toutes les problématiques qu'on a eues avec les Gilets jaunes et aux contraintes des gens qui se sentent un peu enfermés dans un modèle de société où on leur dit le modèle de société, c'est avoir un pavillon avec un petit jardin. Et donc, du coup, par rapport au prix des salaires, il faut partir très loin de là où on travaille. Et du coup, on a des grandes distances pour aller d'un point A à un point B, ce qui oblige d'avoir une voiture parce qu'il n'y a pas d'alternative. Et donc, il ne faut pas que ces personnes qui sont aujourd'hui enfermées dans un modèle, elles soient obligées demain d'être toujours dans cet autosolisme, parce que ce n'est pas une solution durable. Il faut qu'on puisse développer des alternatives, d'abord par l'incitation, et si on n'arrive pas à atteindre les objectifs, par la contrainte. Ok, on va être obligé. Ils sont plutôt heureux de ce sort. Hein. Ils préfèrent le barbecue à l'opéra. Hein. Ok. On va être obligé de passer à une autre partie du débat. On pourrait parler de ça très longtemps. Merci à tous pour cette première partie. Donc, la séquence 2, c'est lever les freins à la relocalisation et avec un volet, les impacts sur l'emploi. En effet, 80% de l'empreinte carbone d'un véhicule hors usage sont portés par la sous-traitance. Et relocaliser la production en France pourrait faire partie de la solution et pourrait aussi avoir un impact positif sur l'emploi. Comment faire pour que ce soit rentable de produire des petits modèles en France? Qui veut prendre la parole en premier sur ce sujet? Damien Adam peut-être, ou Marie Chéron, je ne sais pas. Oui, alors j'ai pas de solution pour faire en sorte que ce soit rentable. La seule chose, c'est ce qu'on voit bien sur notre territoire, c'est qu'il y a aussi des constructeurs qui nous disent qu'aujourd'hui, construire en France, ça reste rentable. Et c'est le cas de Toyota. Donc, il ne faut pas condamner directement la construction de petits modèles sur notre territoire. Pour bien apprécier les conséquences sur l'emploi, nous, du côté de la FNH, on a regardé ce qu'était le taux d'intégration locale. C'est-à-dire que ce taux d'intégration locale, il désigne la part locale de la production des composants qui interviennent dans l'assemblage final du moteur. Et dans la filière auto, il faut bien voir qu'on est situé entre 30 et 40%. Il n'y a pas de chiffre exact, mais on est entre 30 et 40%, ce qui montre bien que c'est un taux qui pourrait largement être relevé. Et quand on compare avec ce qu'on peut observer dans l'industrie allemande, qui est une filière qui est beaucoup plus intégrée, ou même ce qu'on observe dans d'autres sites de production, on a regardé par exemple comment ça fonctionnait à Kenitra au Maroc, qui est aujourd'hui un endroit où il y a énormément de production automobile, on voit bien qu'on a des tissus industriels qui sont beaucoup plus intégrés. Et une des faiblesses du tissu français, c'est son faible taux d'intégration.
c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qu'on dit depuis plus de 10 ans. Enfin, quand j'ai regardé les débats suite à la crise financière post-2008-2009, c'était déjà le cas. Il y avait déjà cette problématique. On appelle ça la solidarité au sein de la filière. Comment est-ce qu'on fait pour que les politiques d'achat des grands donneurs d'ordre soient plus orientées vers les sous-traitants, les petits équipementiers qui sont sur le territoire, plutôt que d'aller acheter ailleurs. Donc, il y a un vrai enjeu à modifier les politiques d'achat. Ça, si on n'arrive pas à mettre des socio-éco-conditionnalités aux aides qui sont proposées, et notamment avec le plan de relance, puisqu'on est dans une période où il y a énormément d'aides, ça, on n'arrivera pas à faire progresser ça. L'autre chose, c'est que ce phénomène d'aller chercher et d'aller délocaliser, j'ai envie de dire, l'approvisionnement des pièces, c'est quelque chose qui a tendance à s'intensifier dans un contexte de concurrence accrue. Et le retour qu'on a, par exemple, sur un site comme Tremery, Metz Tremery, on a eu un des retours là sur la fabrication de boîtes de vitesse, où on voit qu'ils passent sur des boîtes de vitesse électriques. Donc, on sait que quand on passe sur de l'électrique, forcément, le besoin de main-d'œuvre baisse parce qu'il y a moins de composants. Et en plus de ça, c'était des boîtes de vitesse qui étaient usinées plus assemblées, et aujourd'hui, on ne fait plus que les assembler. Donc, plus on réduit comme ça, et plus on va observer des baisses d'emploi. Donc, il y a un vrai enjeu à faire en sorte que la solidarité au sein de la filière soit véritablement renforcée. J'ajouterais que quand on délocalise l'approvisionnement, quand on délocalise le travail d'usinage, c'est aussi un problème de compétences. C'est-à-dire que progressivement, on perd les compétences industrielles. Et que ces pertes-là peuvent alimenter le phénomène la dynamique de désindustrialisation sur l'ensemble du territoire. Voilà, donc c'est vraiment, je pense, à prendre en compte les politiques d'achat des entreprises et trouver les bons leviers pour inciter à... Ça peut passer par aussi la valorisation du Made in France ou le levier de la commande publique, par exemple. Damien Adam. Oui, je voudrais rebondir parce qu'effectivement, ce que vous évoquiez est très pertinent. Et je voudrais rajouter que Renault, sur le segment B, donc qui correspond aujourd'hui au Clio/Zoé, est en train de préparer l'avenir de ce segment B avec la future Renault 5, et ils vont l'installer dans le nord de la France parce que justement, ils sont en train de reconcentrer toute une intégration verticale là-bas sur toute la dimension électrique, avec également une usine de batterie qui va être placée à côté. Et donc, c'est possible de faire la relocalisation et de l'emploi en France, mais à condition évidemment de développer la concentration des différents acteurs, également la robotisation, ce qui évidemment se fait parfois au détriment de l'emploi, mais on le voit bien, les pays qui ont le plus de robots industriels sont aussi les pays qui ont le plus d'emplois industriels. L'un va avec l'autre parce que c'est la productivité en plus et ça bénéficie à tous. Je vous confère à ça à l'Italie et à l'Allemagne. Après, il y a un sujet sur les véhicules les plus petits. Quand on parlait des quadricycles ou du segment A, d'ailleurs le segment A, tous les constructeurs français et même internationaux sont en train d'arrêter le segment. C'est les Twingo, les 108, etc. C'est un segment qui est en train de disparaître progressivement. Et si on va sur le segment encore plus petit de ces quadricycles, il y a un vrai sujet de business model, de capacité à pouvoir produire dans l'Europe de l'Ouest, compte tenu du coût du travail et des charges qui pèsent sur le travail, de comment on arrive à faire en sorte qu'on soit rentable. Si on prend la Citroën Ami, par exemple, ou si on prend le Twizy et les futurs Twizy, parce qui a été annoncé il y a quelques jours par Renault à Vivatech, c'est des produits qui ne sont pas fabriqués en France. Et je pense que c'est assez difficile à moyen terme de pouvoir les relocaliser en France tant qu'on n'agira pas encore plus que ce qu'on l'a fait avec la baisse des impôts de production sur le poids des charges et le poids des impôts en France. Sachant qu'on essaye quand même d'agir aussi avec la taxe carbone aux frontières européennes qui est en train d'être travaillée au niveau européen et dont les annonces sont prévues dans quelques mois pour notamment taxer les produits manufacturés, les produits qui viennent d'acier, enfin qui sont des produits fabriqués avec de l'acier, etc. et qui vont permettre de compenser les écarts de compétitivité qui peuvent exister entre l'Europe et les pays asiatiques, notamment la Chine, en faisant payer une taxe environnementale aux produits qui viennent d'ailleurs et qui sont faits dans des conditions qui ne sont évidemment pas les mêmes que les nôtres. Merci Damien. Damien Adam. Donc je vois Bernard Julien qui a envie de réagir là plusieurs fois depuis tout à l'heure. Oui, simplement, effectivement, ce qu'a dit Marie Chéron est juste, sauf que ce dont on parle, c'est tout simplement la désindustrialisation. C'est-à-dire que la dynamique qui est évoquée, on l'a vu très très bien au niveau du commerce extérieur français. C'est-à-dire que pendant des années, vous aviez déficit commercial sur les voitures
et excédent commercial sur les pièces. Et puis, comme ça a continué, les usines de pièces, elles ont fini par suivre l'assemblage. Et du coup, on s'est retrouvé avec les principaux fournisseurs de composants qui n'étaient plus en France, mais qui étaient près des plus grosses usines des constructeurs Renault et PSA, qui n'étaient plus français. Aujourd'hui, le plus gros site de Renault, il est tantôt espagnol, tantôt turc, ça dépend des années. Les plus gros sites de PSA, ils sont slovaques et de plus en plus, ils vont être marocains. Et dès lors, évidemment, que les sites d'assemblage français sourcent très très peu en France, ça va de pair avec ce mouvement-là. La question qui se pose est de savoir, et vous avez raison d'évoquer le cas d'Electricity Renault dans le nord de la France, si l'électrification est une occasion pour inverser cette dynamique-là. Et il s'agit de le faire sur le B, comme Renault va le faire avec la R5. Et il me semble qu'effectivement, un des enjeux clés sur l'année 2021, si on a écouté Macron s'exprimer le 26 mai 2020, son ambition, c'était de faire de la France un centre d'excellence en électrique. Aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui est en train de prendre cette place-là et pas la France. Alors évidemment, il y a ce mouvement-là chez Renault. Il est essentiel que PSA suive et que PSA suive avec son B et non pas avec des véhicules haut de gamme qui vont faire 2 tonnes, qui vont être à 40 000 € et qui ne vont pas satisfaire le besoin de mutation du parc. Donc, il me semble qu'effectivement, l'éco-conditionnalité dont parlait Marie Chéron, c'est faire du B en France. Et contrairement à ce que vous disiez, M. Adam, moi, je pense que la taxe carbone aux frontières, c'est d'un piètre intérêt, parce que le problème de l'automobile française depuis des années, c'est un problème qui est intra-européen. Le problème, c'est la concurrence slovaque, c'est la concurrence des États associés comme la Turquie ou le Maroc, c'est pas tellement la concurrence chinoise ou coréenne. Donc, la taxe carbone, si elle était au sein de l'UE, elle nous offrirait quelques éléments, mais évidemment, les traités que nous avons signés nous interdisent d'avoir ça. Et par conséquent, on a une problématique qui est une problématique de renégociation de l'Europe de l'automobile avec une prime aux pays bas salaires européens qui doit enfin être remise en question à l'occasion de l'électrification. C'est tout l'enjeu. Et de ce point de vue-là, il va falloir qu'effectivement, on se batte avec les Allemands en disant, par exemple, que la modulation des émissions de carbone avec le poids, eh bien, il est urgent d'y renoncer. Merci beaucoup Bernard Julien pour cet éclairage très intéressant. Bénédicte Barbry, rapidement, est-ce que vous pouvez dire un mot là, de votre point de vue sur l'aval? Est-ce qu'on peut relocaliser et quel impact ça aurait sur l'emploi? Oui, alors par nature, tous les métiers de l'aval sont des métiers non délocalisables, qui sont Oui. ancrés sur les territoires. Mais ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que précisément, en fait, tout l'enjeu pour la filière aval, c'est de créer un maximum de valeur et de faire en sorte que malgré des véhicules et le développement de véhicules électriques qui vont, à l'arrivée, un véhicule électrique, c'est de l'ordre de moins 40% d'entretien en moins. Donc potentiellement, on se dit que ce sont des métiers qui peuvent en effet disparaître pour une partie, mais tout l'enjeu, c'est que ces métiers demain se positionnent vraiment avec une création de valeur maximale. Et notamment, il y a 2 gros sujets, je pense, pour ces métiers. C'est d'abord, d'accompagner cette transition. On l'évoquait, un véhicule aujourd'hui qui est mis sur le marché, c'est grosso modo 15 années à 20 années de durée de vie. Donc, ces véhicules thermiques qui sont sur le marché aujourd'hui, eh bien, il faut aussi les optimiser. Et ça, c'est un levier de décarbonation important, un levier de décarbonation qui génère de l'emploi et qui a une valeur ajoutée environnementale. C'est des sujets comme le rétrofit, on l'évoquait aussi, sur lequel, là, on a des emplois non délocalisables avec une création de valeur environnementale. C'est aussi tout ce qui touche au positionnement sur les nouveaux modes de déplacement. Donc, on évoquait les vélos assistance électrique, le vélo aujourd'hui, avec toute l'accélération autour des métiers du vélo. Là aussi, il y a des tas de métiers qui vont se développer, qui vont se créer dans les années à venir. Et donc, là aussi, c'est une création d'emplois non délocalisables. Et puis ensuite, sur nos métiers, c'est aussi tout l'accompagnement on va dire, de l'homme mobile de demain, avec le développement de nouveaux services, de nouveaux métiers. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une dynamique d'innovation qui est exceptionnelle en fait, autour des métiers de la mobilité. Il y a quelques années, on a créé, au sein de Mobilia, on a créé un accélérateur de start-up qui s'appelle VID et qui a cofondé un prix au niveau européen avec la Commission européenne qui récompense notamment
des jeunes entrepreneurs qui inventent des nouveaux modèles pour des mobilités décarbonées, des mobilités de demain. Et chaque année, depuis 4 ans, ce sont plus de 500 entrepreneurs qui déposent des dossiers chaque année avec vraiment des modèles extrêmement intéressants. Et tout ça, ce sont les entreprises de demain et d'après-demain. Donc, tout ça pour vous dire que je pense que cette filière aval, aujourd'hui et demain, elle a vraiment un rôle important et elle va jouer un rôle important à la fois dans cette décarbonation de la mobilité, mais aussi dans la création d'emplois. Très bien, merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes pour aborder un sujet qui est énorme et qui est le changement des comportements, sans lequel tout ce qu'on vient de dire va être un petit peu compliqué. Voilà, le besoin en mobilité, il est impacté par les enjeux d'urbanisme et d'aménagement du territoire, comme on a vu. Il est aussi synonyme pour beaucoup de liberté. Et en conséquence, dans le travail qui nous a été présenté, il y a une baisse de 35%, enfin, il y a une hypothèse, une baisse de 35% du nombre de kilomètres annuels parcourus par le parc. Et la question, c'est est-ce que ce n'est pas un peu optimiste alors que ce que l'on constate aujourd'hui, c'est une stagnation du taux de remplissage et une augmentation de la mobilité. Est-ce que, alors, quels seraient les leviers pour favoriser ce changement de comportement? Est-ce possible? Qui veut prendre la parole sur ce point? Damien Adam, peut-être, en premier? Oui, bah, déjà, moi, un premier levier que je vois assez facilement, c'est les déplacements de très courte distance qu'on fait assez quotidiennement. Là-dessus, on sait qu'on peut facilement, a priori, pouvoir transposer ces circulations à vélo ou à pied ou en transport en commun. Mais là, ça nécessite, comme on l'a dit tout à l'heure, de développer des capacités, des alternatives qui soient vraiment intéressantes et sexy. Il y a également tout le travail qu'on doit faire sur les transports longue distance, avec notamment le transport ferroviaire, qui peut également réduire l'envie d'utiliser sa voiture pour partir en vacances ou partir en week-end, même si ça nécessite, quand on part avec sa famille tout entière, de réfléchir à comment on fait pour les valises et comment on fait une fois qu'on est sur place pour assurer sa mobilité. Je ne sais pas si à la fin, avec ces deux leviers, on arrive à 35% de baisse du nombre de kilomètres réalisés. Peut-être que la capacité que l'on a maintenant de pouvoir télétravailler plus facilement peut aussi permettre de réduire fortement le nombre de kilomètres réalisés, même si c'est encore peut-être un peu tôt pour savoir quels sont les changements durables que ça va occasionner, parce qu'on voit plutôt l'inverse, où les gens ont tendance à se mettre de plus en plus loin de leur lieu de travail en termes de lieu d'habitation, quitte à faire des centaines de kilomètres ensuite pour aller à leur travail physiquement une fois par semaine ou quelques semaines par mois. Donc là-dessus, on n'y voit encore pas très clair sur tout ça. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on n'a pas le choix de réduire le nombre de kilomètres. Après, voir comment on va y arriver, à quel taux on peut arriver de baisse, ça, c'est peut-être encore un peu tôt pour l'estimer avec précision. Merci Damien Adam. Bernard Julien. Oui, bon, moi effectivement, j'ai eu l'occasion pour le ministère